Bonjour et bienvenue à cette capsule d'information préparée par les études supérieures et postdoctorales de l'Université de Montréal. Cette première capsule porte sur le règlement pédagogique des études supérieures et postdoctorales. Alors, très important de savoir que tous les étudiants des études supérieures et postdoctorales doivent connaître l'existence du règlement pédagogique et doivent s'y référer au besoin tout au long de leur cheminement. La première chose qui est importante de savoir est qu'il existe à l'Université de Montréal 2 règlements pédagogiques, un pour le premier cycle et un pour les études supérieures et postdoctorales. Si vous êtes dans un programme d'études supérieures, donc vous devez vous référer au règlement pédagogique des études supérieures. Donc c'est particulièrement important pour les étudiants qui ont fait un premier cycle, qui arrivent donc d'un premier cycle à l'Université de Montréal et qui entrent, par exemple, dans une maîtrise. Sachez que le règlement du premier cycle ne s'applique plus et c'est le règlement des études supérieures et postdoctorales qui doit s'appliquer et que, bien qu'il y a beaucoup de similitudes entre les 2 règlements, il y a quand même des éléments qui divergent et donc ne prenez pas pour acquis que parce que c'était d'une certaine façon au premier cycle, ce sera la même chose au cycle supérieur. Donc, il est important donc de consulter le règlement des études supérieures et postdoctorales maintenant. La deuxième chose qu'il est important de savoir est que le règlement pédagogique est un document public qui est accessible à tous. Donc, la version la plus à jour et la plus complète se trouve sur le site du Secrétariat général de l'Université de Montréal. Donc, vous pourrez trouver facilement ce document en utilisant le moteur de recherche, par exemple, de la page d'accueil de l'Université de Montréal, ou encore en vous rendant sur le site web des études supérieures et postdoctorales. Et de cette page d'accueil, vous trouverez un lien menant au document qui est hébergé sur le site du secrétariat général. À noter également que le règlement pédagogique des études supérieures et postdoctorales est révisé à l'occasion et c'est le Conseil des études supérieures qui aura la responsabilité de faire ces révisions et de les soumettre pour approbation à la Commission des études de l'Université de Montréal, qui est l'instance qui prend la décision finale d'approbation des modifications. Le règlement des études supérieures et postdoctorales est un document assez volumineux. Dans sa forme actuelle, le règlement comporte 143 articles qui sont regroupés dans 4 chapitres. C'est un document qui est hautement structuré et chaque chapitre est divisé tout d'abord en segments, puis en sections. Alors, les sections, ce sont des regroupements d'articles qui portent sur une thématique particulière. Par exemple, il pourrait y avoir une section sur l'évaluation des apprentissages. Tandis que les segments, ce sont des regroupements d'articles qui sont faits par type de programme d'études. Donc, maîtrise, par exemple, ou doctorat, ou microprogramme. Donc, il peut y avoir différents segments pour ces types de programmes-là. Donc, il est très important, lorsque vous consultez le document, de vous référer au bon segment de chapitre. Si vous êtes, par exemple, inscrit à la maîtrise, assurez-vous de consulter le segment de la maîtrise et non pas de consulter le segment pour le doctorat ou pour d'autres types de programmes. Et vous allez voir que très souvent, les articles d'un segment à l'autre se ressemblent, mais peuvent être légèrement différents. Donc, c'est très important de vous référer au bon segment. Ça peut être très mélangeant. Par exemple, à l'article 65, on peut lire que la scolarité maximale est de 6 trimestres pour un étudiant inscrit à plein temps. Puis, à l'article 112, que la scolarité maximale est de 15 trimestres pour un étudiant inscrit à plein temps. Donc, cela pourrait porter à confusion si on n'a pas au préalable vérifié que l'article 65 se trouve dans le segment pour les maîtrises et que l'article 112 se trouve dans le segment pour les doctorats. Donc, vous voyez que c'est très important dès le départ de
vous assurer que vous êtes dans le bon segment du chapitre. Alors maintenant, j'aimerais couvrir quelques articles du règlement qui portent en particulier sur l'évaluation des apprentissages. Alors, ce qu'il faut savoir, ce que souvent les étudiants internationaux ne savent pas, c'est que le professeur doit, au début de chaque cours, fournir un plan de cours. Et c'est par le biais de ce plan de cours qu'il indique par écrit les formes d'évaluation qui seront utilisées, les modalités et les critères généraux d'évaluation, ainsi que la pondération respective de chaque évaluation et, le cas échéant, les exigences spécifiques de réussite propres aux différentes composantes d'un cours. Donc ça doit être fourni normalement à la première semaine, à la première rencontre, à la première séance de cours. Le professeur est tenu de vous fournir ce document-là et ça vous donne vraiment un aperçu assez précis de ce qui vous attend au niveau des évaluations. Donc, cela est mis au clair dès le début. Alors, pour l'article 33 qui porte sur le système de notation, vous ferez très attention, en particulier les étudiants qui arrivent du premier cycle, de prendre note que le système de notation aux études supérieures est légèrement différent du système de notation au premier cycle. Alors, vous verrez que la notation est faite selon un système littéral qui est similaire à ce qui est fait au premier cycle. Par contre, ce qui est important de noter, c'est que la note de passage au premier cycle et au cycle supérieur n'est pas la même. Il est indiqué qu'une note de C- ou inférieure à C- est une note qui est un échec. Donc, vous ne pouvez pas avoir moins que la note C pour réussir un cours. Si vous avez obtenu C-, D+, ou D, vous aurez donc malheureusement échoué le cours, ce qu'on ne vous souhaite pas. Mais sachez quand même que tout étudiant qui a subi un échec a droit à une reprise. Et donc, à ce moment-là, si vous prenez la reprise et que vous réussissez le cours, à ce moment-là, ce qui se produira, c'est que la note de votre échec apparaîtra tout de même à votre relevé de notes, mais ce sera la note de la reprise qui sera la note utilisée pour calculer votre moyenne. Nous préparons également une capsule d'information spécifiquement sur le système de notation dans lequel vous aurez un peu plus d'informations à ce sujet. Maintenant, des notions sur la durée des études, donc la scolarité minimale et maximale. Donc, tous les programmes ont une scolarité minimale et une scolarité maximale qui sont définies. Et vous devez consulter le bon article selon le programme dans lequel vous êtes inscrit. Donc, pour les programmes courts, ce qu'on appelle les programmes courts de deuxième cycle, les microprogrammes, les diplômes d'études supérieures spécialisées ou les diplômes complémentaires, c'est à l'article 54. Et vous avez donc la scolarité minimale et maximale exigée pour chacun de ces programmes. Pour les maîtrises, vous consultez l'article 63. On y dit que la scolarité minimale exigée pour un programme de maîtrise est de 3 trimestres. Et à l'article 65, on indique que la scolarité maximale pour un programme de maîtrise est de 6 trimestres pour un étudiant inscrit à plein temps ou l'équivalent. Et pour le doctorat, ce sont les articles 110 et 112 du règlement, où on indique que la scolarité minimale est de 6 trimestres, tandis que la scolarité maximale est de 15 trimestres pour un étudiant inscrit à temps plein ou de 18 trimestres pour un étudiant inscrit à demi-temps ou à temps partiel. Relié à la notion de scolarité minimale et maximale, il y a une section du règlement qui porte sur les prolongations et les prolongations exceptionnelles. Donc, les articles 58, 81 et 116 parlent de prolongation selon le type de programme. C'est à peu près le même règlement pour tous les programmes dans ce cas-ci. Et on est dit qu'après consultation du comité des études supérieures, le doyen, responsable du programme,
peut accorder à un étudiant une prolongation d'1 an, au plus, pour lui permettre de satisfaire à toutes les exigences du programme. Donc, vous avez droit de demander une prolongation. Ça doit être accordé par le doyen responsable du programme dans lequel vous êtes. Si cela ne suffit pas, les articles 59, 82 et 117 parlent de prolongation exceptionnelle et on y dit que pour des raisons exceptionnelles, après consultation du Comité des études supérieures, cette période de prolongation d'1 an peut être allongée d'au plus une autre année, cette fois-ci avec l'approbation du vice-recteur adjoint aux études supérieures sur recommandation du doyen. Donc, ce sont les études supérieures et postdoctorales qui accordent les prolongations exceptionnelles. Donc, voilà pour la durée des études. Évidemment, on vous demande le plus possible de terminer dans les temps requis. On sait quand même que dans la vie, il y a toutes sortes d'événements qui peuvent se produire et que quelquefois, on a besoin d'une prolongation et même d'une prolongation exceptionnelle. Et si c'est justifié, normalement, on vous accordera donc la prolongation ou la prolongation exceptionnelle. Relié également à la notion de scolarité et de durée des études, vous consulterez l'article 78 et 107 du règlement, donc 78 pour les maîtrises et 107 pour les doctorats, où on parle de plan global d'études. Donc, l'étudiant est tenu de soumettre un plan global d'études dès le début de son programme. Donc, au cours du premier trimestre, l'étudiant doit soumettre le plan global d'études qui est construit en collaboration avec le responsable des études, donc le directeur de recherche. Dans ce plan global d'études, on inscrit toutes les étapes requises du cheminement. Donc, ça donne une idée générale de ce qui doit être fait à chaque trimestre. Les étapes, par exemple, d'enregistrement de sujets de recherche, de soutenance, d'examen de synthèse. En général, on essaie d'avoir un canevas assez fidèle de ce qu'on doit accomplir et à quel trimestre cela doit être fait. Donc, ce plan global d'études, il doit être normalement complété, rédigé avant la fin du premier trimestre des études. Alors, en lien avec le plan global d'études, je vous ai dit que le plan global d'études doit être rédigé en collaboration avec votre directeur de recherche. Et il y a donc 2 articles reliés à ça, l'article 83 pour les maîtrises et l'article 128 pour les doctorats, où on indique le moment ultime pour l'acceptation de l'étudiant par un directeur de recherche. Donc, directeur de recherche, quelquefois, on va dire directeur de mémoire pour les maîtrises ou directeur de thèse pour les doctorats. C'est la même chose. Alors, on indique à l'article 83 que l'étudiant à la maîtrise doit avoir identifié son directeur de recherche avant la fin du premier trimestre de sa scolarité. Et donc, c'est très important puisqu'on indique également que la candidature de l'étudiant prend fin si, à la fin du 2e trimestre de scolarité, aucun directeur de recherche n'a accepté de le diriger. Donc, vous devez activement, dès le premier trimestre, et même idéalement au moment de votre admission, identifier un professeur qui acceptera de diriger votre recherche de maîtrise. Pour les doctorats, l'article 128A indique que l'identification du directeur de recherche doit être faite avant l'admission. Donc, lors de votre demande d'admission, vous devez normalement avoir indiqué qui sera votre directeur de recherche. Quelquefois, on vous aura fait une offre d'admission conditionnelle à ce que vous ayez trouvé un directeur de recherche. Et on indique quand même à l'article 128B que si le doyen accepte, vous avez jusqu'à 2 trimestres pour trouver un directeur de recherche. Donc, on indique qu'avant la fin du 2e trimestre de sa scolarité, un directeur de recherche doit accepter de diriger l'étudiant. Donc, ce n'est pas idéal, bien sûr. Idéalement, vous avez votre directeur de recherche identifié dès l'admission,
mais il peut y avoir des cas d'exception où on permette que l'identification du directeur se fasse au cours des 2 premiers trimestres. Des dates importantes maintenant, l'enregistrement des sujets de recherche. Pour les maîtrises, on indique à l'article 87A que l'enregistrement du sujet doit être fait avant la fin du 2e trimestre de sa scolarité. Tandis que pour les étudiants au doctorat, à l'article 134A, on indique que l'enregistrement du sujet de recherche doit être fait à la fin du 3e trimestre. Ceci doit être indiqué dans le plan global d'études, donc c'est un document qui vous sera très utile pour justement ne pas arriver à la toute fin ou à la dernière minute avec un délai trop court. Donc vous avez, avec un plan global d'études bien construit, des étapes bien identifiées et ce genre de choses doit figurer au plan global d'études. Autre chose à laquelle vous devez penser dès le début de votre parcours, c'est au niveau de la langue de rédaction, soit de votre mémoire si vous êtes en maîtrise, soit de votre thèse si vous êtes au doctorat. Alors, les articles 88 et 135 indiquent que le mémoire ou la thèse doivent être rédigés en français, mais qu'on peut demander exceptionnellement de rédiger le mémoire ou la thèse dans une autre langue que le français, qui peut être, donc il peut avoir diverses raisons à cela, mais vous devez normalement faire cette demande au moment de l'admission ou à tout le moins durant le premier trimestre de vos études. Donc vous ne pouvez pas attendre à la toute fin pour faire cette demande-là. Maintenant, pour ce qui est des statuts d'inscription, qui s'appliquent pour les étudiants qui sont à la maîtrise ou au doctorat, donc les articles 80 et 126 respectivement. Vous devez être en statut d'inscription scolarité pendant minimalement 3 trimestres si vous êtes à la maîtrise, 3 trimestres plein temps. Et une fois que vous aurez complété ces 3 trimestres-là, que vous aurez réussi les cours, que vous aurez réussi les séminaires, les examens et les autres activités académiques requises par votre programme, à ce moment-là, vous pourrez être inscrit en statut rédaction jusqu'au dépôt de votre mémoire. Donc, le statut rédaction, c'est un statut où les frais de scolarité sont beaucoup moins élevés que le statut scolarité. Pour ce qui est du doctorat, les délais sont légèrement différents. Donc, on dit qu'une fois qu'il a complété 6 trimestres à plein temps ou l'équivalent, qu'il a réussi les cours, qu'il a réussi les séminaires, les examens, l'examen général de synthèse et les autres activités académiques requises par son programme, l'étudiant pourra être inscrit en mode rédaction jusqu'à la fin du dépôt de sa thèse. Donc, il faut vraiment avoir complété minimalement 6 trimestres et également tous les cours et les activités du programme avant de pouvoir passer en statut rédaction. Un dernier élément sur lequel j'aimerais insister, c'est l'article 132 du règlement qui s'applique uniquement pour les étudiants au doctorat et c'est l'article qui porte sur l'examen général de synthèse. Cet examen est obligatoire et doit être subi avant la fin du 6e trimestre de scolarité. Donc, c'est très important de le planifier également dans votre plan global d'études, de planifier le plus précisément possible le trimestre auquel vous voulez subir l'examen général de synthèse. Cet examen comporte une épreuve écrite et une épreuve orale et vous devez réussir les 2 épreuves pour avoir réussi donc votre examen général de synthèse. Vous pouvez avoir donc réussi du premier coup. Vous pouvez également, le jury qui évalue votre examen peut déclarer que vous avez échoué malheureusement à l'examen ou il peut demander un ajournement. Et à ce moment-là, vous avez un certain nombre de semaines ou de mois pour vous préparer à nouveau à subir soit la partie orale ou la partie écrite ou encore les 2 parties selon le cas.
Donc, c'est très important de savoir que l'examen de synthèse doit être subi avant la fin du 6e trimestre de votre scolarité. Donc voilà pour l'examen de synthèse et pour la majorité pour les principaux articles du règlement pédagogique qui vous concernent dès le début de votre cheminement et pour lesquels nous avons le plus de questions. Donc voilà, j'espère que cette capsule d'information vous a été utile et que vous y trouverez donc, vous aurez l'initiative maintenant de consulter ce document, le règlement pédagogique des études supérieures et postdoctorales, auquel vous devez vous référer au besoin. Alors, merci de votre écoute. Au revoir.